Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par un débat que j'ai pu voir sur notre groupe Facebook Histoire d'apprendre suite au partage d'une vidéo qui disait qui a gagné la Seconde Guerre mondiale entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Donc je vous mettrai la vidéo en description si vous souhaitez aller la voir. Et donc il y a eu un débat qui a été suscité entre ceux qui considéraient que c'était faux parce que les États-Unis auraient été nos sauveurs qui auraient gagné la guerre, et d'autres qui disaient que c'était faux, l'URSS avait énormément contribué à la victoire, et d'autres qui allaient même jusqu'à affirmer que globalement l'URSS avait fait tout le boulot et qu'elle aurait pu gagner la guerre toute seule. Et donc ce débat m'a fait me poser la question de qu'en était-il réellement. J'ai fait quelques recherches dessus et je vais vous donner mon avis sur la question. Alors déjà, la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est rentrée dedans le 22 juin 1941, lorsque l'opération Barbarossa s'est déclenchée et que du coup l'Allemagne nazie a attaqué l'URSS. Cette attaque a enfoncé pas mal les lignes russes et a pris de nombreux territoires et s'est retrouvée pas très loin de prendre Moscou, avant de commencer à reculer, mais ce n'est qu'en 1943 que vraiment l'URSS va prendre le dessus dans le conflit et commencer réellement à avancer dans les territoires conquis par les Allemands. De fait, au final, c'est l'URSS qui a pris Berlin, qui a fait tomber le Troisième Reich. C'est l'URSS qui a infligé les plus lourdes pertes à l'armée allemande et à ses alliés. Plus de 5 millions de morts du côté de l'Axe sur le front russe, 4 millions de prisonniers au total, c'est presque 10 millions de soldats qui ont été mis hors de combat par l'URSS, c'est énorme. Globalement, le front russe a été le front le plus violent. 30 millions de personnes y ont trouvé la mort au total, militaires et civils. C'est la moitié des morts de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu sur ce front. Cela s'explique parce que ça a été un conflit total pour les deux pays, un conflit d'une énorme importance, à la fois pour des raisons stratégiques, l'Allemagne voulant étendre son espace vital, de son côté l'URSS, elle se battait pour survivre, et puis en plus, c'était une guerre idéologiquement qui avait de son importance, puisque c'était une guerre qui était représentée comme une lutte à mort entre le nazisme et le communisme, même si on peut questionner qui restait de communistes encore en URSS à cette époque, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, symboliquement, ça représentait cette lutte à mort. C'était également, dans l'idéologie nazie, une lutte à mort entre les Aryens et les Slaves. Lutte que les nazis présentaient comme une lutte ancestrale, une lutte de l'humanité, de la civilisation. Et donc il y avait toute une propagande là-dessus qui faisait que c'était une guerre totale, une guerre d'une extrême violence envers les prisonniers, envers les civils. C'était, surtout qu'en plus, ni l'URSS ni le régime nazi n'ont été connus pour leur douceur globalement. Et donc ça a été une guerre qui n'a absolument pas respecté les règles internationales en question droits de l'homme. Et en plus, il y a eu une stratégie des terres brûlées qui a forcément fait pas mal de dommages collatéraux chez les civils qui habitent dans le territoire qu'on brûle. Enfin qu'on détruit, qu'on rase, voilà. Donc évidemment, c'était une guerre d'une violence inouïe. Si on compare les chiffres, les forces de l'Axe de leur côté ont perdu en Europe occidentale et en Afrique du Nord, donc les fronts où ils ont affronté l'Angleterre, la France, les États-Unis et compagnie, ils ont perdu 1 million de soldats, un peu plus d'1 million de soldats, soit 20% des pertes subies. Donc l'URSS a indéniablement causé 80% des pertes subies par l'Axe en Europe et en Afrique. Donc on ne peut pas nier le fait qu'elle a été l'acteur principal. C'est elle qui a joué le plus grand rôle dans les défaites allemandes. Oui. Mais est-ce que ça signifie qu'elle aurait pu gagner seule? Je ne pense pas. Je ne pense pas et je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que, même si ce n'est que 20%, ces 20% de soldats vaincus n'ont pas combattu l'URSS. Et ça a quand même soulagé en partie le front de l'Est. En plus, ces 20% ne représentent pas entièrement l'armée allemande qui ne s'est pas retrouvée sur le front de l'Est. Puisqu'en plus de ces soldats vaincus par les Alliés, il y a également tous les soldats qui se sont retrouvés occupés sur le front de l'Ouest, occupés pour combattre l'Angleterre, occupés pour repousser le débarquement, occupés en Afrique du Nord, occupés en Italie, occupés à protéger les côtes de l'Atlantique également avec le mur de l'Atlantique. Donc il y a beaucoup de forces militaires allemandes et alliées qui se retrouvaient là. Ça a beaucoup varié au cours du conflit, mais on était entre 20 et 40% en fonction des périodes de l'armée allemande qui se trouvait là. Et qui donc n'était pas sur le front de l'Est en train de combattre l'URSS. Et du coup, sans ça, l'armée allemande aurait pu envoyer beaucoup plus de forces dans l'opération Barbarossa, beaucoup plus de forces pour envahir l'URSS. Et lorsqu'on sait que dans les premières phases du conflit, l'URSS a beaucoup reculé, que les forces allemandes se retrouvaient à 30 km seulement de Moscou, on peut se dire qu'avec ne serait-ce que 10 ou 20% de plus de leurs troupes sur ce front, peut-être que ces 30 km auraient été franchis. Peut-être pas. Peut-être pas, que la résistance de l'URSS a été acharnée, et plus ils s'en rapprochaient de Moscou, plus la résistance était acharnée,
Donc peut-être que ça n'aurait pas suffi, mais on peut au moins se poser la question. C'est une possibilité. Et la perte de Moscou aurait été symboliquement un très mauvais coup au moral de l'URSS. Peut-être pas à la fin de la guerre, parce qu'il restait encore beaucoup de territoires derrière, avec des ressources, avec des troupes en Sibérie et à l'est de la Russie, enfin de l'URSS. Il en restait quand même vachement de population. Ils avaient réussi, l'URSS, à rapatrier une partie de leurs usines plus loin, plus à l'est, pour ne pas qu'elles soient prises ou détruites par les Allemands. Donc, l'URSS avait encore des ressources, même sans Moscou. Mais, symboliquement, ça aurait pu porter un coup au moral qui aurait nui à la combativité de l'URSS pour la suite du conflit. Sans compter que l'affaiblissement économique de l'URSS était quand même non négligeable. Parce que même s'ils ont réussi à rapatrier une partie de leurs usines, beaucoup de choses ont quand même été détruites. Également, des zones importantes en termes d'agriculture ont été prises. Donc, ça a pesé lourd sur l'économie de l'URSS. Et avec plus de troupes, l'Allemagne aurait peut-être fait encore plus de dégâts et donc peut-être mis l'URSS à genoux. De plus, les opérations alliées ont quand même permis, en plus du débarquement de Normandie, elles ont forcé également l'Allemagne à rapatrier une partie de ses troupes qui étaient à l'Est en Italie à partir de 1943, puisque l'Italie se retrouvait attaquée dans la campagne d'Italie. Donc du coup, là aussi, ça a été des troupes en moins pour combattre l'URSS. Il faut aussi rajouter un autre élément important, c'est que l'URSS n'a pas été complètement seule sur le front de l'Est. Déjà, elle a reçu un soutien matériel non négligeable des États-Unis, surtout un peu de la Grande-Bretagne également, parce que, certes, bon, ça n'a pas été un soutien absolument aussi grand que certains voudraient le présenter, mais il a joué son rôle. En effet, à partir du 11 mars 1941, les USA étaient sortis de leur politique d'isolationnisme en décidant d'apporter un soutien matériel aux pays menacés par l'Axe, donc un soutien avec des équipements militaires et civils, des matières premières, des fonds, de la nourriture, donc tout ce qui aide un pays à tenir dans une telle situation. Et donc du coup, l'URSS, à partir du moment où elle s'est retrouvée en guerre, le 22 juin 1941, a pu commencer à bénéficier d'un soutien des États-Unis. Cela s'est d'abord manifesté le 24 juin 1941 par le dégel des avoirs russes qui avaient été bloqués lors de la révolution russe, puisque l'URSS avait refusé ensuite de payer les dettes que devait la Russie tsariste aux États-Unis. Et donc, en répression, les États-Unis avaient gelé tous les avoirs de l'URSS qui étaient sur leur territoire. Donc là, ils les dégèlent pour que l'URSS puisse en bénéficier, et ça représentait 631 millions de dollars, donc déjà que l'URSS récupère pour acheter de quoi poursuivre le combat. De plus, les États-Unis, dans le même temps, vont lever plusieurs restrictions commerciales qui s'appliquaient sur l'URSS. Bon, là on peut dire que c'est juste que les USA arrêtent de mettre des bâtons dans les roues à l'URSS, et que c'est pas vraiment une aide. Mais quand on voit que dans le même temps, ils accordent également des prêts à taux zéro, ce qu'ils ne font pas avec d'autres pays, et que les restrictions commerciales et tout, elles, continuent de s'appliquer à l'Allemagne nazie, il y a quand même dans la guerre un camp qui est plus favorisé que l'autre par les États-Unis. De plus, dès juillet 1941, les États-Unis vont envoyer 200 avions en URSS pour soutenir leur aviation. Bon, 200 avions, c'est pas énorme, parce que l'URSS possédait au début de la guerre 5500 avions, et elle en a perdu 1800 dès le début. Donc bon, 200 sur le total, ça représente pas grand-chose, ça représente à peu près 8% de ce qui reste de flotte à l'URSS, donc c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un petit soutien. Ensuite, durant la suite du conflit, cette aide va se renforcer, avec des livraisons plus massives. Au total, 18 millions de tonnes de matériel ont été livrés. Il y a des métaux, par exemple. On estime que l'équivalent de 5% de la production en acier de l'URSS a été livré par les États-Unis. Pour le cuivre, c'est l'équivalent de 75% de la production de l'URSS que les États-Unis ont livré. Il y a également eu des livraisons d'aluminium, du pétrole, 1,4 million de tonnes de pétrole, des véhicules, 400 000 véhicules ont été livrés, dont 12 000 de combat, de la nourriture, qui a été très important, puisque comme je vous l'ai dit, l'URSS avait rapidement perdu plusieurs territoires importants en termes de production de nourriture, et que donc ils se retrouvaient exposés à des risques de famine. Il y a également eu des armes qui ont été livrées, des explosifs, 235 tonnes d'explosifs, mais également 14 000 avions au total ont été livrés. Pas que des avions de combat, mais il y avait également des avions cargo, des avions de reconnaissance, ou des avions d'entraînement. Et bon, sur la question des avions, ces 14 000 avions, il faut être mis en perspective des 115 000 avions que l'URSS a produits durant le conflit. Donc ça ne représente que 10%. Néanmoins, 10% d'avions en plus ou en moins, ça aide quand même dans un conflit. Et en plus donc des livraisons effectuées par les États-Unis, il y a également le Canada et la Grande-Bretagne qui ont livré au total 1 million de tonnes de matériel supplémentaire. Donc au total, c'est 19 millions de tonnes de matériel qui ont été fournis à l'URSS pour soutenir leur effort de guerre. En plus, ils ont également, les États-Unis, apporté une aide pour recréer des usines, parce que beaucoup ont été détruites. Donc je dis, certes, une partie a été rapatriée, mais pas tout. Donc il y a eu beaucoup de pertes industrielles, et les États-Unis ont apporté une aide pour reconstruire un tissu industriel derrière le front pour alimenter l'effort de guerre. Au total, l'aide américaine se chiffrerait à environ 10 milliards de dollars, et ce qui représente à peu près 20%, un peu moins de 20% des dépenses militaires de l'URSS durant cette période. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça représente une aide
qui a son importance parce que certes c'était peut-être moins de 20%, mais dans un conflit qui pendant un moment a été serré, où l'URSS a été quand même à un certain moment pas loin de perdre, des 20% de moyens en plus, ça a pu faire la différence. Surtout si on y ajoute à ça le fait qu'une partie de l'armée allemande était occupée ailleurs et qu'elle n'a pas pu venir se battre sur le front. Bon, évidemment, cette aide des États-Unis, c'était pas par bonté de cœur, par gentillesse pour aider l'URSS. C'était intéressé. Les États-Unis savaient très bien que l'Allemagne était une menace pour eux et pour leurs alliés. Et que si l'Allemagne gagnait face à l'URSS, ils auraient tous leurs moyens qui pourraient se mettre sur le front de l'Ouest et qu'en plus, ils auraient récupéré toute une capacité de production agricole, pétrolière et industrielle qui serait extrêmement importante et qui leur donnerait un atout majeur pour la poursuite du conflit. Et que les États-Unis, du coup, risquaient de se retrouver sans alliés et en quelque sorte assiégés sur le continent américain, avec d'un côté les Allemands et de l'autre côté les Japonais. Une situation dont ils ne voulaient pas. Et donc, s'ils ont aidé l'URSS, c'est avant tout pour se sauver eux. Mais, quelles que soient les causes de cette aide, elle a existé. Elle a été importante et elle a contribué à aider l'URSS à être aussi efficace durant cette guerre. Après, bon, les États-Unis espéraient aussi un remboursement de tout ce qu'ils ont dépensé pour aider l'URSS. L'URSS s'était engagé à faire ce remboursement. Et dans les faits, il n'a été que partiel. Certains moments, l'URSS a accepté de rembourser des choses, à d'autres moments non. Et ça a beaucoup dépendu de l'évolution des relations entre les deux puissances durant la guerre froide. Après, au niveau de l'aide du coup qu'a eu l'URSS, il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait eu, même si c'est en petit nombre, il y a eu quelques unités de pilotes françaises et britanniques qui se sont battus sur le front de l'Est aux côtés de l'armée russe. Et que du coup, il n'y avait pas du coup que les soldats de l'URSS qui se battaient. Il y avait aussi un appui occidental minime. Minime, hein, ils n'étaient pas très nombreux, mais ça existait aussi. Et ensuite, un autre point que j'aimerais soulever. Si on part du principe que cette guerre mondiale, l'URSS était seule dedans face aux forces de l'Axe, il faut du coup aussi considérer que le Japon n'était pas en guerre contre les États-Unis. Et que du coup, à l'Est, le Japon aurait pu attaquer l'URSS. Et après tout, ces deux pays s'étaient déjà battus. En 1904, mais également plus récemment, dans la période 1938-1939, il y a eu plusieurs affrontements entre l'URSS et le Japon au niveau de la Mandchourie. L'URSS avait globalement gagné ses combats et un accord de paix avait été signé entre les deux pays, enfin un accord de neutralité, sauf que le Japon en 1941, lorsqu'il y a eu l'opération Barbarossa, avait sérieusement envisagé de rompre cet accord et d'entrer en guerre. Finalement, il n'avait pas fait parce qu'ils préféraient s'étendre en Asie, au niveau Asie du Sud, et au niveau de l'océan Pacifique. Mais s'il n'y avait pas eu ces ambitions-là, d'aller se battre contre les États-Unis plus tard, du coup en Pacifique, et que le Japon avait décidé donc d'attaquer l'URSS, celle-ci se retrouvait pris entre deux fronts. Et là, ça aurait été compliqué. Surtout que lorsqu'on sait que la bataille de Moscou a été en partie gagnée grâce au rapatriement d'unités qui étaient stationnées à l'Est, pour justement au cas où que le Japon rentre en guerre, il y avait donc des troupes de l'URSS qui étaient à l'Est. Et qui sont venus du coup à l'Ouest uniquement quand ils ont été sûrs que le Japon n'allait pas entrer en guerre contre eux. Et c'était des troupes fraîches, bien entraînées au froid surtout, parce qu'ils venaient souvent de Sibérie, donc c'est des gens qui étaient habitués et équipés au froid. Et comme ils sont arrivés en plein hiver 1941-1942, forcément, ils étaient très avantagés. Et ils ont contribué à renverser le cours de la guerre à ce moment-là. Mais si le Japon était entré en guerre, ils auraient dû rester à l'Est. Et donc, ça se trouve, le front à Moscou, ça aurait été aussi bien différent, surtout si on additionne tout ce qu'on a dit déjà. Et du coup, oui, l'URSS, celle contre tous, vraiment pas sûr qu'ils auraient gagné. Et donc, du coup, oui, l'URSS a certes été la nation qui a le plus contribué à la victoire contre l'Allemagne nazie et contre leurs alliés, y compris contre le Japon où elle a contribué. On dit souvent que c'est les armes nucléaires qui ont mis fin à la guerre. En réalité, ça a contribué, mais c'est surtout l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon et l'opération Mandchourie où le Japon se prend une raclée qui a précipité la capitulation du Japon. Mais malgré ce rôle capital et central de l'URSS, dire qu'elle aurait pu gagner la guerre seule est faux. Personne n'aurait probablement pu gagner cette guerre seule. C'est une guerre mondiale. Imaginez qu'un pays peut gagner seul une guerre mondiale, me semble exagéré, me semble complètement fou. Les États-Unis n'auraient absolument pas pu réussir le débarquement si l'URSS n'avait pas mené un aussi gros combat à l'Est. Oui. Et on peut aussi dire que le débarquement aurait été rendu bien plus compliqué si la Grande-Bretagne n'avait pas résisté vaillamment pendant la bataille d'Angleterre.
quasiment seul contre l'Allemagne, malgré un soutien également matériel des États-Unis. Et de même, l'URSS n'aurait pas pu gagner la guerre si une partie de l'armée allemande n'avait pas été occupée à l'ouest, si le Japon n'avait pas été occupé contre les États-Unis et qu'elle n'avait pas reçu un soutien matériel des États-Unis. Et du coup, cette vidéo est globalement terminée, mais je voudrais juste donc conclure que si on peut en effet critiquer la propagande menée par les États-Unis durant la guerre froide pour se présenter comme les grands vainqueurs de la guerre et minimiser le rôle de l'URSS, tomber dans un excès inverse et pécher par un anti-américanisme et un pro-soviétisme à considérer que l'URSS a été parfaite et a tout gagné seule, me semble être aussi biaisé. Et que, même si je ne suis loin d'être pro-américain, il faut essayer de ne pas être biaisé, trop biaisé dans l'histoire et essayer de garder un minimum de raison et d'étudier les faits comme ils se sont vraiment déroulés. Donc voilà. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu différente de d'habitude et un peu longue. Mais c'était un sujet intéressant, je trouvais, et qui méritait que je vous en parle. Donc j'espère que si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire pour en débattre, donner votre avis. C'est un sujet qui est propice au débat, en espérant que vous serez quand même assez courtois. Ne vous insultez pas, et ne m'insultez pas s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à partager la vidéo également, ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde.